Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Il y a un an, une nouvelle ligne d'écoute téléphonique faisait son apparition. Son nom, SEOS, un service d'écoute et d'orientation spécialisé à destination des personnes qui présentent des fantasmes sexuels déviants ou qui se questionnent sur la notion de consentement ou sur des comportements potentiellement inadéquats. Un service de prévention qui vise donc à éviter le passage à l'acte et qui s'adresse aux personnes directement concernées, mais aussi à leur entourage et aux professionnels. On en parle et on tire un premier bilan dans notre émission ce soir. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Et pour en discuter, nous accueillons tout d'abord Marie-Hélène Plaët. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue de formation et coordinatrice donc de SEOS. À vos côtés, Gauthier, vous êtes psychologue, criminologue et écoutant de cette ligne téléphonique. Et enfin, Julien Lagneau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'UPPL, l'unité de psychopathologie légale, qui porte donc ce projet. Alors l'UPPL, c'est l'unité de référence en Wallonie dans le traitement de la délinquance sexuelle. Alors pourquoi déjà, il y a un an, fin juin, fin juin 2021, avoir inauguré cette ligne d'écoute? À vrai dire, c'est un projet de très longue date, ou en tout cas une réflexion de très longue date. On a un système en Belgique de prise en charge des auteurs d'infractions à caractère sexuel qui fonctionne assez bien depuis une bonne vingtaine d'années, depuis 98 exactement, mais il manquait dans le paysage clairement une offre de prise en charge pour les personnes qui ne sont pas passées à l'acte justement, mais qui sont en difficulté avec des fantasmes qui flirtent avec la légalité, effectivement. Donc CA, c'était une nécessité dans le paysage de la prise en charge. Oui. Ouais, c'est l'aspect prévention qui n'existait pas encore vraiment. Alors, quels sont vraiment les objectifs, les missions de cette ligne d'écoute ? Alors, c'est d'octroyer justement à des personnes en difficulté, souvent très isolées par rapport à leurs fantasmatiques, à leurs idées, à leurs questionnements, d'octroyer un espace de parole pour pouvoir les exprimer, trouver des professionnels aguerris qui ont l'habitude de traiter ce genre de questions et de les orienter vers des potentiels services ou thérapeutes ou professionnels disponibles et également formés sur ces questions-là, de manière à justement... Donc on n'est pas dans une ligne d'écoute thérapeutique, mais on est dans une ligne d'écoute d'orientation vers justement des solutions de prise en charge pour des personnes qui sont souvent très isolées et de manière justement à trouver des solutions par rapport à leurs difficultés. Oui. Ouais, donc vous les orientez vers les services adéquats en fonction de leurs demandes. Marie-Hélène Plaët, donc il y avait des différents profils publics cibles, on va dire, que vous aviez définis au départ. Alors, avant de parler de ce qui est la réalité aujourd'hui, parce qu'on a déjà quelques chiffres après un an, quels étaient vraiment les publics que vous avez ciblés au départ pour cette ligne d'écoute ? Alors effectivement, le public cible de départ était toute personne en proie à des fantasmes sexuels déviants, susceptibles de nuire à lui-même ou à autrui. Alors c'était pas facile effectivement à définir comme cible, mais on y était parvenu. Et puis comme vous le dites, la pratique met en évidence que finalement on a élargi en fait cette cible, parce que des personnes qui se questionnent sur la question du consentement, par exemple, ont progressivement aussi investi la ligne, ou de manière plus générale sur des comportements sexuels potentiellement inadéquats, sans savoir exactement où est la limite. Donc effectivement... Donc ça, c'est pas nécessairement en public au départ, vous disiez, c'est pas nécessairement ces personnes-là qui vont nous appeler, mais vous avez des personnes qui se disent, voilà, je ne suis pas sûre que la personne était consentante, je me demande si elle est consentante, je me pose des questions par rapport à ça, par exemple ? Tout à fait, je crois que MeToo est passé par là, évidemment, mais c'est une surprise d'ailleurs, de voir qu'un certain nombre de personnes, j'ai un exemple en tête de quelqu'un qui dit, j'ai eu une relation avec une jeune femme il y a une année à peu près, je ne me suis pas posé de questions, j'avais l'impression qu'elle était consentante. Et puis, un an plus tard, j'ai eu l'occasion de la croiser et elle m'a confié qu'elle n'était pas consentante à ce moment-là. Et ça a été comme une révélation pour cet homme, en s'interrogeant, en se disant, mais finalement, qu'est-ce que j'ai pas compris, à côté de quoi je suis passée, quels signaux je n'ai pas réussi à saisir, et ça a vraiment été l'occasion d'une relecture en fait des relations qu'il pouvait avoir avec les femmes, et même plus généralement de son comportement avec autrui, et c'est assez fréquent en fait d'avoir ce type d'appel.
Oui, et on voit que si on regarde les chiffres vraiment des personnes qui vous appellent, on a quand même une majorité, enfin un quart des appelants qui sont quand même là plutôt des craintes de passage à l'acte là sur des mineurs. Donc on a quand même tous des comportements liés à la pédophilie. Là, ça fait partie des personnes qui vous appellent le plus quand même. Alors ça fait partie d'un nombre important des appels, effectivement. Ce qui est une particularité de CEOS, contrairement à notre homologue flamand ou nos homologues français, suisses ou canadiens, c'est qu'effectivement, c'est pas spécifiquement des fantasmes en direction des enfants. Mais évidemment, c'est une partie importante des gens qui nous appellent. Alors, donc là, c'est vraiment la première cible, c'est vraiment les personnes qui sont les premiers concernés, qui ont des questions sur leur comportement, mais vous visez aussi l'entourage, les professionnels, c'est ça ? Tout à fait, effectivement, l'entourage, et on a pas mal d'appels, quelques exemples. J'ai en tête une femme qui appelle en soupçonnant son compagnon d'une relation extra-conjugale. Elle fouille dans son portable, finalement elle ne trouve pas de relation extra-conjugale, mais elle trouve des photos érotiques de jeunes filles mineures, tout juste pubère, et là c'est évidemment le tsunami, donc elle appelle en disant mais qu'est-ce que je dois faire, on a 2 enfants ensemble, c'est un père de famille irréprochable, est-ce qu'il y a des risques pour mes enfants, est-ce que je dois porter plainte, comment je dois faire, je l'ai mis dehors, mais pour le moment finalement j'ai pas forcément envie de ça, est-ce qu'il y a des lieux possibles de prise en charge, moi-même je suis complètement dévastée, est-ce qu'il y a aussi un lieu de prise en charge pour moi ? Et donc là, vous les orientez vers les services adéquats. Oui, alors une petite précision effectivement par rapport à l'orientation, ça n'est pas une fin en soi, c'est-à-dire qu'on va partir de la demande de la personne. Parfois, ça n'est pas le moment. La personne elle-même nous dit « mais pour le moment, je n'ai pas envie, en face à face, c'est beaucoup trop compliqué ». C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle on a aussi créé ce service que disait Julien tout à l'heure, c'est que dans la clinique de face à face, puisque l'UPPL prend en charge des auteurs condamnés, un certain nombre nous ont dit « mais moi, j'ai pas réussi à parler de ça avant ». Alors que j'étais déjà pris en charge parce que j'ai peur de décevoir le ou la thérapeute que je rencontre, ou bien j'ai senti en essayant d'en parler que, oulala, non, je ne pouvais pas, ça générait manifestement de la difficulté chez l'interlocuteur, donc j'ai pas réussi à en parler, donc c'est une des raisons pour laquelle aussi on a créé ce service en disant il faut absolument qu'on ait une base de données de professionnels formés et aguerris à cette pratique, suffisamment tranquille et confortable pour pouvoir accueillir et prendre en charge ce type de public. Ouais. Donc l'idée, c'est effectivement de ne pas les orienter tout de suite, mais de faire le point avec eux sur là où ils en sont, leur permettre de dire, de sortir de l'isolement, comme disait Julien, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'isolement, leur permettre de dire, de réfléchir, éventuellement de verbaliser leurs ambivalences. Certains disent, en même temps, c'est compliqué pour moi l'idée, j'arrive pas à imaginer que je puisse sortir de là, par exemple. Quand vraiment le fantasme est très important. Donc c'est vraiment d'abord prendre le temps de faire le point sur la situation et après éventuellement, le cas échéant, d'orienter. Oui. Un autre public cible est aussi les professionnels. On se rend compte que pas mal de professionnels sont parfois confrontés à des situations où des gens leur révèlent des situations un peu de cet ordre-là, sans passage à l'acte pour autant, mais purement sur le plan fantasmatique, et les professionnels sont souvent, quand ils ne sont pas formés à ces questions-là, en grande difficulté. Donc la ligne d'écoute sert aussi pour ces gens-là, ces professionnels-là, pour venir effectivement déposer ce genre de situation. Et à ce moment-là, l'orientation, la proposition qui peut être faite, c'est justement des rencontres avec d'autres professionnels pour débriefer, pour interviser, pour justement essayer de comprendre comment mieux aborder ça en thérapie avec le patient. Oui, ça c'est un aspect important et je me tourne du coup vers Gauthier, donc je le disais, vous êtes psychologue, criminologue et écoutant donc de cette ligne CEOS. Mais comment en tant que psychologue, effectivement, on appréhende ce genre d'appel je lisais en préparant l'émission que c'est vrai que c'est des personnes qu'on a tendance parfois à qualifier dans la société de monstres. Est-ce que du coup on doit arriver à se dégager de ces a priori, de ces préjugés pour arriver à écouter librement ces personnes, sans jugement ?
Je pense qu'il faut pouvoir se dégager en tant que psychologue de ses propres représentations ou des représentations sociales. C'est d'abord une rencontre téléphonique avec quelqu'un qui appelle, avec toute une personne, avec toute sa richesse derrière, toute sa souffrance éventuellement. Et si la personne nous contacte, c'est que manifestement, il y a quelque chose qui pose problème pour soi, qui pose problème pour l'entourage, qui pose question. Et donc nous, on est d'abord là pour accueillir et écouter cette personne à partir de là où elle en est dans ses questionnements. Et donc, alors, on disait parfois certains, c'est la première fois qu'ils en parlent. Est-ce que ça, vous constatez directement au téléphone que voilà, certains sont peut-être un peu hésitants, n'osent pas tout de suite parler? Est-ce que vous ressentez que ça peut être pour beaucoup la première fois qu'ils en parlent? Oui, et c'est souvent verbalisé d'ailleurs par les appelants qui disent, qui amènent, c'est pas évident, je pense, au début de l'appel de comment amener les choses. Quand la personne appelle, on dit, on se présente, service d'écoute et d'orientation spécialisée, en quoi puis-je vous aider? C'est compliqué de dire de brut en blanc, voilà, j'appelle parce que j'ai des fantasmes sur, ou telle question me pose problème. Et donc, on doit vraiment aller progressivement par rapport à ça, les écouter, les soutenir dans leur démarche. Et d'un autre côté, une fois qu'on est lancé dans le sujet, le téléphone, j'ai l'impression que ça permet d'aller assez vite, d'une certaine manière, dans le vif du sujet. Contrairement à quand on est en entretien en réel, en face à face, il y a le non-verbal, il y a les réactions de l'autre, c'est parfois, il y a toute une série de paramètres qui peuvent faire que c'est plus difficile de se confier, d'aller en profondeur, tandis que là, le téléphone, on n'a pas tout ce qui est non-verbal. Mais donc je pense que ça peut aussi parfois aider les appelants à pouvoir se déposer plus en profondeur. Et alors il y a surtout le côté où c'est anonyme, confidentiel, qui est vraiment rassurant, parce qu'on entend souvent des appelants qui disent je savais pas où en parler. En parler dans mon entourage, c'est impensable, je vais me faire juger. En parler à des professionnels, je vais quand même avoir le regard. On parle souvent du regard du professionnel. L'avantage au téléphone, c'est qu'il n'y a pas le regard, il n'y a que la voix. Vous vouliez réagir Oui, l'idée, je pense, pour certains, c'est de faire une première expérience, qu'on peut déposer des choses parfois difficiles. Vous parliez comment est-ce qu'on fait pour écouter. Il y a des supervisions qui sont mises en place aussi pour les écoutants. Ils sont toujours deux présents en même temps par tranche d'écoute. Ça, c'est vraiment fondamental pour le soutien. Mais pour l'appelant, c'est souvent l'occasion de faire une première expérience de je dépose quelque chose qui est difficile et en même temps, je peux être entendu. Et on ne me dit pas, mais mon Dieu, c'est pas possible, qu'est-ce que vous pensez là, etc. Donc je peux être entendue. Et certains nous disent à la fin, et beaucoup d'ailleurs, ça me fait du bien. Au moins, c'est la première fois, je pensais vraiment que j'étais seule avec ça. Là, il y a une porte qui s'ouvre, il y a une possibilité de cheminer, de trouver un interlocuteur, de trouver un thérapeute et de démarrer un processus de soins, le cas échéant. Alors, vous parliez de supervision, vous parlez de contact entre les différents écoutants. En quoi c'est important, ces échanges? Qu'est-ce que ça va changer dans la pratique, le fait d'échanger? Julien Lagneau, peut-être Oui, en réalité, je pense que l'expérience de CEOS depuis 1 an nous montre que c'est une clinique tout à fait différente de celle à laquelle on est habitué. Donc depuis plus de 20 ans, on travaille avec des auteurs d'infractions à caractère sexuel qui ont été condamnés, qui ont été reconnus coupables de passage à l'acte, dans plus de 90% des cas impliquant des victimes mineures. Et ces personnes sont contraintes de venir en thérapie chez des thérapeutes chez nous. Parfois, ils ne reconnaissent pas les faits, mais dans la plupart des cas, reconnaissent ces faits. Et on travaille avec ces auteurs parce qu'on est convaincu que ça a du sens de travailler avec eux, parce que l'expérience, la clinique, les recherches montrent que ces prises en charge vont dans le sens de diminuer le risque de récidive et qu'on est tout à fait convaincu de ça. Donc vous parliez tout à l'heure de représentation, évidemment qu'on n'a pas les mêmes représentations que monsieur et madame tout le monde, et qu'on a une autre expérience qui nous donne justement une autre manière d'aborder les choses avec des perspectives beaucoup plus positives. L'incarcération ad vitam aeternam, ça sert pas à grand chose. Effectivement, c'est la prise en charge qui est le meilleur. Ça n'évite pas la récidive en tout cas. Voilà, c'est ça. Et ce qui fait d'autant plus
diminuer ce risque de récidive, c'est justement les thérapies. Alors CEOS, c'est un nouveau type de public où là on travaille en amont a priori d'un passage à l'acte. Souvent on nous demande mais comment est-ce que vous pouvez faire ça, travailler avec des auteurs ou des gens qui vous expriment des fantasmes de cet ordre-là. C'est des victimes qu'il faut s'occuper. En fait, je réponds qu'on s'occupe des victimes quand on fait ça. On s'occupe des victimes potentielles ou des victimes futures parce que justement, par ces prises en charge, on évite certainement pas mal de victimes potentielles, que ce soit pour les personnes qui contactent CEOS ou pour les personnes qui ont été condamnées. Alors la différence entre CEOS et l'expérience qu'on a, qui est plus ancienne de prise en charge d'auteurs condamnés, c'est que CEOS c'est au téléphone, c'est pas comme Gauthier le disait, c'est pas une rencontre directe en face à face, et donc ça c'est autre chose, c'est un autre type de rencontre. On a pu voir que l'expérience ici d'un an, certains s'étaient lancés dans l'aventure et puis on dit non, finalement moi je me ssens pas à l'aise au téléphone parce que quand je raccroche je sais pas ce qui se passe, j'ai pas le lien qui se maintient, etc. Pour moi c'est comme clinicien c'est compliqué. Et puis donc voilà, l'expérience a permis d'avoir une équipe qui s'est étoffée avec des gens qui sont vraiment à l'aise dans ce rôle-là, mais qui nécessitent effectivement d'avoir des intervisions régulières. Donc il y a des réunions organisationnelles mais aussi cliniques, d'échanges sur qu'est-ce qu'on a fait dans tel type de situation, quelles réponses on a données, comment je me suis senti, etc. Ce qui fonctionne bien aussi et ce qui permet d'avoir cette cohésion et cette intervision permanente au sein de l'équipe, c'est qu'après chaque plage horaire d'écoute, il y a un bilan, enfin un PV qui est fait, qui est envoyé au reste de l'équipe sur le type d'appel et de contact qu'on a eu au cours de la tranche horaire, qui permet à chacun de voir quel genre de situation on a reçu, comment on y a répondu, et ça crée vraiment aussi une dynamique d'équipe parce que les gens se disent super plage, beau travail les gars, et donc ça crée vraiment une émulation très positive de renforcement qui est importante pour des personnes qui reçoivent des appels comme ça au téléphone. C'est pas le plus confortable pour un clinicien d'être dans ces conditions-là, ça c'est sûr. Et est-ce que certains, Gauthier par exemple, vous rappellent régulièrement ou parce qu'on voit que donc il y a eu 556 prises de contact là depuis presque un an, on va dire en 11 mois, et on estime à 204 premiers contacts. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui rappellent. Est-ce que certains vous disent moi je voudrais avoir de nouveau une conversation avec vous, ils vous disent déjà je vais rappeler ou ils réfléchissent, comment ça se passe? Déjà, on laisse la possibilité aux personnes de rappeler. On n'a pas de problème à ce que les gens rappellent. D'ailleurs, c'est souvent précisé à la fin de l'appel en disant on a pu discuter, ou qu'est-ce que vous en retirez, où est-ce que vous en êtes. N'hésitez pas à rappeler si à un moment vous en ressentez le besoin ou si vous cheminez. Et donc, ce qui est intéressant par rapport au rappelant, c'est que ça permet de continuer à cheminer avec cette personne-là. Alors, la personne ne nous dit pas toujours qu'elle a appelé avant. Parfois elle nous le dit, parfois elle nous le dit pas, mais on repart de là où elle en est. Et donc, potentiellement, on dit, si la personne nous le dit, tiens, qu'est-ce que vous aviez retenu de la dernière échange que vous avez eu, comment est-ce que vous avez cheminé, et on repart d'une certaine manière de là où elle en est aujourd'hui, et de là où la situation a évolué. Alors, on a certaines personnes qui investissent particulièrement la ligne, et donc qui rappellent de façon assez régulière, mais en même temps, pour des appels qui parfois ne durent pas spécialement très longtemps. Le premier appel est parfois un peu plus long, et puis après, c'est parfois, je vous ai déjà eu, je me pose telle question spécifique, ou j'ai telle situation aujourd'hui, et donc on va directement dans la situation d'aujourd'hui, la question qui se pose aujourd'hui, sans devoir reparcourir l'histoire de la personne, par exemple. Oui, Marie-Hélène. Oui, on a quelques appelants. Alors, ce n'est pas la majorité. Pour le moment, on n'a pas d'appelants dits problématiques, c'est-à-dire qui envahiraient la ligne au point vraiment qu'on se pose les questions d'y mettre un terme. Pour quelques-uns, la ligne est aussi utilisée, je dirais, comme un soutien. Ils sont pris en charge ailleurs, mais évidemment, leur difficulté est telle, parfois avec un problème psychiatrique surajouté. Leur difficulté est telle qu'ils ont besoin aussi, en dehors de leurs entretiens, d'appeler 1 ou 2 fois dans la semaine, parce que c'est plus difficile à un certain moment. Donc dans ce cas-là, on va venir en soutien plus ponctuel. Alors on en a quelques-uns, mais c'est vraiment pas la majorité.
Et comment on peut réagir quand il y a vraiment une crainte de passage à l'acte Alors j'imagine que vous êtes tenu au secret professionnel, donc comment ça se passe quand vous sentez que là la personne est vraiment au bord du passage à l'acte? Est-ce que là vous réagissez différemment? Alors, on a travaillé avec les services environnants, parce qu'effectivement, la personne qui appelle, a priori, elle appelle avec une demande d'aide. Donc, on va envisager avec elle qu'est-ce qui est possible dans la situation qu'elle est en train de vivre. Alors, on a travaillé avec les services de psychiatrie d'urgence, par exemple, pour voir avec eux si ce type de patients peuvent être orientés chez eux. La réponse est oui. Mais on va partir. Est-ce que c'est la première fois, par exemple? Qu'est-ce que vous avez fait? Si c'est pas la première fois, qu'est-ce que vous faites d'habitude? Est-ce qu'il y a une victime potentielle et comment la personne peut la protéger, comment elle peut aussi se mettre en protection, est-ce qu'il y a des gens autour d'elle qu'elle peut solliciter. Enfin, on va vraiment partir de la situation, mais on a aussi réfléchi avec le CVFE qui travaille avec des femmes victimes de violences et qui agissent, enfin qui interviennent aussi dans des situations comme ça de crise. Évidemment, la situation n'est pas la même. D'un côté, on a la victime, nous on a un auteur potentiel, mais on va aussi être, je fais la comparaison parce qu'en fait, on va vraiment prendre les choses de manière extrêmement détaillée. Un exemple, si la personne nous dit vraiment, je me sens envahie par ces fantasmes et qu'on envisage une hospitalisation pour elle, on ne va évidemment pas l'envoyer en bus. Ça paraît idiot comme principe, mais on va aussi faire attention à comment est-ce qu'elle va se déplacer, est-ce que quelqu'un peut l'accompagner, est-ce qu'elle peut appeler un taxi, enfin bon, vraiment partir et envisager tous les détails et point par point, voir ce qui est possible de faire pour gérer cette crise. Ce qu'on observe aussi, c'est que le fait d'en parler, alors on va prendre le temps, va aussi parfois faire tomber la pression et la personne dit ça va. Effectivement, c'est pas la première fois, j'ai des montées comme ça, mais le fait d'en parler fait tomber un peu comme une montée d'angoisse en fait. Permet de baisser la pression et de continuer jusqu'à peut-être appeler si la personne est déjà prise en charge, peut-être appeler son psychiatre ou son psychologue pour avancer l'heure du rendez-vous, enfin des choses comme ça. Oui, parce que j'allais dire, alors j'imagine que c'est une question très compliquée, mais est-ce que vous avez le sentiment que c'est vraiment utile? Il y a plusieurs cas où vous vous êtes dit, là, j'ai évité quand même le pire. La discussion a été le pire. D'abord, peut-être repréciser que ce n'est pas une ligne d'urgence non plus, donc c'est vraiment une ligne d'écoute. Donc a priori, ce sont des personnes qui nous appellent pas spécialement parce que là, ils sont sur le point 2, mais souvent parce qu'ils ont un mal-être et un malaise quand même depuis longtemps installé, qui n'ont jamais pu exprimer, comme on le disait tout à l'heure. Donc on ne s'est pas retrouvé encore dans des situations comme celle-là, et tant mieux, parce que ça doit être assez compliqué à gérer. Maintenant, on a pris des dispositions à ce niveau-là pour avoir une sorte de guidelines en cas de situation comme celle-là, sur à quel moment, comment réagir entre nous, etc. On a toujours effectivement un écoutant et un co-écoutant, donc de manière à ce que, à améliorer, à donner un maximum de confort à l'écoute, qu'une personne ne soit pas toute seule face à des appels qui pourraient être comme ceux-là problématiques ou difficiles à gérer. Et puis on a effectivement toujours Marie-Hélène, la coordinatrice, ou moi qui sommes disponibles pour venir chapeauter si à un moment donné il y avait une situation qui était particulièrement problématique. Donc voilà. On a plutôt des gens qui sont envahis par les fantasmes, pas forcément dans cette idée de passer à l'acte. C'est plutôt leur mal-être et leur difficulté en disant mais vraiment là je pense à un appel en particulier où la personne dit mais je me sens complètement coincée, mais il n'y a pas cette idée de sortir pour trouver une victime. On n'est pas là-dedans en fait. J'imagine que s'ils appellent aussi, là je me tourne peut-être vers Gauthier, s'ils appellent c'est qu'ils sont dans cette réflexion déjà voilà, il y a un souci, je me pose des questions, donc ils sont pas ils sont conscients qu'il y a éventuellement un problème. Je ne sais pas si le mot problème est le bon terme. Mais... Tout à fait. S'ils nous appellent et qu'ils arrivent, déjà rien que le fait de mettre des mots dessus, de pouvoir identifier, ça peut soulager d'une culpabilité, d'une angoisse, d'une pression qu'ils peuvent ressentir. Rien que le fait de pouvoir l'exprimer, de pouvoir être écouté par l'autre sans être jugé, et puis de pouvoir ensemble réfléchir à des solutions. Par rapport à ça, nous on se base beaucoup sur
plutôt la perspective que la personne est acteur de sa vie, est actrice de sa vie, et que donc on va dans le sens de qu'elle-même puisse mettre des choses en place à son niveau, parce que nous, on est par téléphone, on ne sait pas toujours très bien non plus ce qu'il en est, parce qu'une personne peut nous raconter, enfin on ne sait pas toujours vraiment dans quelle situation la personne est, mais donc on se centre aussi sur sa capacité à agir, à être acteur, être actrice de sa vie et de ce qu'elle peut mettre en place. Oui, je voyais approche humaniste, approche centrée sur la personne, et non sur le comportement. C'était des choses que vous mettez en avant sur votre site, Marie-Hélène. Oui, et puis les personnes qui répondent au téléphone sont des gens qui sont tous formés et expérimentés et qui ont donc, parce que quand on travaille en face à face, on a effectivement, quand la personne quitte notre bureau, il y a aussi cette idée, qu'est-ce qu'elle va faire, évidemment. Donc, ce sont des questions qu'on s'est déjà posées. Et puis, je crois qu'on a cette représentation, on l'avait aussi avant de démarrer, que finalement, il y avait comme ça des gens qui allaient prêts à passer. Alors, évidemment, ceux-là, je pense, ne nous appellent pas. On n'est pas non plus complètement naïfs. Mais ceux qui appellent ont une souffrance, ou en tout cas ont conscience de leurs difficultés et souhaitent de l'aide. Et l'idée, c'est de voir avec eux, c'est de détricoter ce qui se passe pour voir qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place avec eux et qu'est-ce qu'eux vont pouvoir faire pour continuer ce travail d'avancer et de sortir de leurs difficultés. Oui, Gauthier. Tout en précisant que dans notre public, on a aussi toute une personne qui appelle pour des questionnements par rapport à la sexualité qui ne sont pas spécialement liés à la question de la norme, à l'illégalité, à des fantasmes sur enfants. Ça peut être simplement en termes de pratiques sexuelles, par exemple en termes des questionnements par rapport à des pratiques masturbatoires, de culpabilité par rapport à ça, par rapport à la question d'avoir par exemple des expériences homosexuelles alors qu'on est plutôt hétérosexuel. On a des questionnements beaucoup plus larges et qui ne sont pas spécialement liés à un passage à l'acte qui nuirait à quelqu'un d'autre, mais plus par rapport aux représentations, par rapport à la sexualité. Ça, on est aussi pas mal, quoi. Alors peut-être avant justement de rappeler les différents moyens de vous contacter, j'ai une dernière question, c'est est-ce que vous n'avez pas trop d'appels, des appels à caractère sexuel? On peut supposer que dans ce genre de sujet, on pourrait avoir des blagues téléphoniques ou des gens qui appellent en se masturbant ou autre au téléphone. Alors, pas de blagues ni d'insultes. On imaginait en avoir et finalement on n'en a pas, c'est une belle surprise. Quelques appels sexuels, mais c'est vraiment pas. Alors, ce sont les femmes, évidemment, écoutantes. Les hommes n'ont pas d'appels sexuels. Voilà, quand je dis appels sexuels, c'est vraiment des personnes qui appellent avec l'objectif et l'intention de se masturber au téléphone. C'est relativement rare, il y en a, mais c'est pas très fréquent. En revanche, on a un petit peu plus d'appels d'hommes qui sont dans la solitude et qui, effectivement, souhaitent préférentiellement parler à une femme, vont parfois faire quelques compliments, mais assez facilement, on arrive à décaler aussi et investiguer la situation dans son ensemble. Pourquoi est-ce qu'ils appellent? Est-ce que c'est uniquement pour parler à une femme ou quelqu'un? On va mettre un terme, même si on va prendre le temps de voir s'il n'y a pas de difficulté, mais assez rapidement, on va mettre un terme de manière respectueuse et bienveillante à l'appelant, mais voilà, ça n'est pas envahissant du tout. D'accord. Et donc ça veut dire qu'après un an, c'est un bilan qui est satisfaisant. Je ne sais pas si c'est vraiment le terme qu'on doit utiliser, mais en tout cas, c'est vraiment... Vous êtes satisfait de ce qui a été mis en place et de ce qui a été... Tout à fait. C'est même inespéré, à vrai dire. D'autant plus que c'est compliqué de communiquer sur un service comme celui-là, puisque on a beaucoup démarché en termes publicitaires, on va dire, mais comme une ASBL qui a quelques subsides pour ça, et donc c'est-à-dire dans les maisons médicales, dans les hôpitaux, dans les universités, pour toucher aussi un public un peu plus jeune, dans les fédérations sportives, les clubs sportifs, etc. Mais en réalité, on devrait pouvoir avoir des affiches CEOS un peu partout, dans la rue, sur les bus, dans les abribus, etc. Parce que ça peut concerner n'importe qui. On considère dans la population générale que 1 à 3%, donc je parle d'études internationales, 1 à 3% des personnes éprouvent des fantasmes de type pédophile à un moment de leur vie. Et puis il y a d'autres types de fantasmes. Donc ça touche quand même, on peut dire à peu près 5 personnes sur 100, ce genre de difficultés à un moment donné de sa vie. Donc ça mériterait d'être beaucoup plus connu. Tout à fait. Et donc effectivement, par rapport aux résultats qu'on a, on a une moyenne de 4 contacts par tranche horaire de 3 heures, téléphone et email, et maintenant chat. Alors étonnamment, on s'attendait à être beaucoup plus contacté par mail que par téléphone, et c'est l'inverse. On a beaucoup plus de contacts téléphoniques que par email, et ça a commencé tout de suite, c'est-à-dire qu'on a lancé la ligne le 28 juin 2021. Bon, le temps, effectivement, qu'on en parle un petit peu dans la presse, etc. Mais après 3 semaines, on a eu des appels à chaque plage horaire, et c'est comme ça depuis près d'1 an.
on ne s'ennuie pas. Donc d'ailleurs, effectivement, ici, grâce au soutien donc, de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui reconduit le subside et de la région Wallonne qui nous octroie également un subside, tout ça au moins jusque 2024, on a la garantie effectivement de pouvoir pérenniser, en tout cas pour les 2 prochaines années, le service. Et on va ici, à partir de septembre, augmenter un peu notre offre, puisque on a jusqu'ici 3 plages horaires, donc le lundi matin, le mardi après-midi et le jeudi en soirée. Et à partir du mois de septembre, on ouvrira une 4e plage le mercredi en fin d'après-midi, donc 18-21 heures. D'accord, alors c'est l'occasion, on va rappeler toutes les infos utiles. Donc le site internet, donc c'est seos.be, donc seos.be. Le numéro de téléphone, donc 0800 299, donc 0800 20099, pour que ce soit bien clair. Et donc 3 plages horaires pour le moment, avec une donc, qui va ouvrir en plus en septembre. Mais pour le moment, donc lundi de 9h30 à 12h30, mardi de 13h à 16h et jeudi de 20h à 23h, plus le chat et l'email. Voilà, email avec une réponse au plus tard dans les 4 jours, puisque généralement c'est la personne qui travaille en binôme qui répond aussi aux emails, avec quand même, je vérifie chaque jour qu'il n'y ait pas d'email qui nécessiterait une réponse plus urgente. Et le chat est aussi ouvert pendant les tranches que vous avez indiquées. Ok, merci beaucoup vraiment à tous les 3 de nous avoir éclairés sur ces questions, et on refera le bilan dans quelques mois, dans quelques années pour voir comment ça évolue. Merci beaucoup et belle Merci soirée à tous.